Bonjour à tous. Je sais que les participants graduellement sont en connexion. Alors, je vois que nos conférencières sont au rendez-vous. Je me permets de faire l'introduction en remplacement de notre président Frank Jensen, président de l'RPME. Je suis Marie-Pierre Tremblay, vice-présidente de l'Association internationale de recherche en entrepreneuriat et PME. Et vous assistez aujourd'hui à un des webinaires de la série. C'est une nouveauté de notre association. Donc, une série de webinaires qui s'est amorcée depuis 2020. Et aujourd'hui, je crois qu'on avait 146 ou 149 inscriptions ce matin pour ce webinaire, donc une belle popularité. On est très heureux de cet engouement et je pense que vous serez agréablement servis par l'animation de ce webinaire sur le Research Model Canva. Alors, peut-être simplement, je profite de l'occasion pour vous inviter au prochain webinaire qui se tiendra le 21 octobre prochain. Toujours 9 heures pour l'heure du Québec, 15 heures, heure de France. Je pense qu'on réussit à trouver un compromis qui fonctionne bien pour la francophonie. Alors, le 21 octobre, c'est vraiment pour prendre des nouvelles de l'association et découvrir davantage les services, des services qui sont là depuis plusieurs années, mais également des nouveautés qu'on s'affaire à mettre en place depuis quelques mois déjà. Alors, des belles nouveautés pour les membres actuels, mais aussi pour des membres potentiels. Alors, c'est vraiment ouvert à tous. Si vous avez envie davantage de découvrir notre association, c'est un beau rendez-vous. J'y serai également avec Frank Jensen, également José Saint-Pierre de la Revue internationale PME, donc RIP PME, et également Stéphanie Lou, qui est une autre collègue qui œuvre à l'association. Alors, c'est un rendez-vous. Vous pouvez évidemment via Eventbrite vous inscrire à cet événement. Je vous invite également à suivre toutes les nouvelles et la programmation des activités de l'association à travers le réseau LinkedIn. Donc, on a un compte LinkedIn sur lequel vous pouvez retrouver finalement l'ensemble des informations. Je vous informe également que le webinaire de ce matin va être enregistré et par la suite diffusé sur la chaîne YouTube de l'association. Donc, il vous sera possible par la suite de consulter le contenu du webinaire là, disons, en différé. Alors, je ne veux pas prendre plus de temps parce que le contenu de ce matin est quand même bien chargé et surtout très enthousiasmant. Je vais simplement introduire très rapidement Marine Fallis. Donc, Marine, elle est Associate Professor à l'ICHEC Brussels Management School et elle est accompagnée ce matin de Nathalie Guillemot. Nathalie qui est Project Manager and Method chez Enjoin. Alors, les deux vont pouvoir présenter ce Canva et je pense aussi témoigner de l'expérience qu'elles ont dans l'application et l'utilisation de ce Canva. Alors, également, petit point technique, vous avez dans le fond les participants au bas de votre écran des options. Je vous demande et nous vous demandons si possible d'utiliser la fonction Q et R, donc Q&R, pour poser vos questions plutôt que dans la section conversée. Donc, ce sera plus facile pour nous de gérer les questions et de s'assurer qu'on y réponde pendant la présentation. Alors, s'il vous plaît, petit point technique. Sinon, je crois avoir fait le tour. Encore une fois, merci beaucoup à Nathalie et Marine d'avoir accepté l'invitation de l'RPME pour animer ce webinaire et je vous souhaite à tous une très, très belle séance avec Marine et Nathalie. Merci. Merci Marie-Pierre. Alors maintenant, c'est là qu'on bascule vers mon écran normalement. Hop. Est-ce que ça semble bon? Nathalie? Oui, il me semble que oui. C'est très bien. Ok, super. Donc, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis d'être avec vous en cette matinée ou après-midi. Tout dépend d'où vous êtes un peu dans le monde. Alors, on ne pensait pas pouvoir réunir autant de chercheurs autour de cette thématique, mais nous en sommes très heureuses. Alors, justement, pour débuter cette présentation, on avait envie d'en savoir un peu plus finalement sur qui se trouve de l'autre côté de l'écran. Donc, qui êtes-vous là derrière? Donc, comme on n'a pas la chance de vous voir en vrai, on a choisi de lancer un petit sondage. Donc, avec l'aide d'Olivier, on va lancer la première question. Voilà, donc première question. Avec quelle casquette vous suivez ce webinaire? Est-ce que vous êtes en cours de doctorat? Est-ce que vous êtes directeur
superviseur de thèse, professeur en méthodologie ou autre, entrepreneur, employé ou encore une autre catégorie qu'on aurait oubliée. Alors, on voit qu'on a pas mal de doctorants. Ah, les professeurs, ça monte aussi. Bon, après, on peut avoir plusieurs casquettes, mais vraiment celle avec laquelle vous allez suivre ce webinaire aujourd'hui. Là, on voit que les doctorants montent de plus en plus, 46%. Donc, en effet, ça tombe plutôt bien. Donc, cet outil a d'abord été imaginé pour les doctorants, mais comme vous allez le voir par la suite, il est aussi applicable à d'autres contextes. On va passer à la seconde question. Oui, tout à fait. Donc, pour en savoir un petit peu plus sur vous, on a aussi envie de savoir où vous en êtes dans le processus de thèse. Donc, on a une deuxième question par rapport à ça. Est-ce que vous en êtes au niveau de la définition de la problématique, au niveau de la définition de la revue de la littérature? Troisièmement, au niveau du recueil et de l'analyse de données, ou encore vous êtes en voie de finaliser votre thèse avec l'organisation de la défense privée ou publique, ou bien ça ne s'applique pas? Si par exemple vous encadrez plusieurs doctorants, évidemment, c'est plus difficile d'y répondre. Donc, on vous laisse encore quelques secondes pour vous positionner par rapport à cette deuxième question. Donc, pour ceux où ça s'applique, on voit que vous êtes pour la plupart, donc justement au niveau du recueil et de l'analyse des données. 16% sont au niveau de la définition de la problématique. Donc, je pense que vraiment dans les deux cas, cet outil, le Research Model Canva, vous permettra vraiment d'y voir un petit peu plus clair et de proposer peut-être un outil plus visuel lors de votre prochain comité d'accompagnement. On va passer à la troisième question. Donc finalement, on parlait d'horaire, donc on ne va pas vous demander quelle heure il est chez vous, mais plutôt d'où venez-vous? Alors, est-ce que vous êtes en Belgique tout comme nous, en France, au Canada, en Afrique, autre? Vous ne pouvez pas tout mettre malheureusement. Waouh, génial, il y a une belle répartition. Ok. Wow, c'est fou ça. On pourrait presque avoir un camembert équilibré. Génial, bienvenue à tous. On est ravis de voir que voilà, grâce à la digitalisation, il n'y a plus de frontières et donc voilà, plusieurs parties du monde à représenter aujourd'hui. Peut-être un peu de positif qui ressort de la situation actuelle. Ok, donc on va pouvoir commencer notre présentation. Merci Olivier. Alors, tout à fait. Donc, avant de passer à la présentation des différentes cases du Research Model Canva, il nous a semblé utile de préciser en quoi justement ce modèle peut vous aider dans votre processus de thèse. Alors, donc, nous, on voit vraiment le Research Model Canva comme un outil de structuration et de communication qui va vous permettre de proposer une vision globale et visuelle de tout ce qui compose votre projet de recherche. Et donc, par conséquent, en vous appuyant sur ce modèle, vous pourrez plus facilement partager l'état d'avancement de votre projet de recherche avec votre équipe, avec votre comité d'accompagnement, votre promoteur, éventuellement des collègues, voire des co-auteurs, et de façon même plus large avec votre famille et vos proches, et ainsi peut-être démystifier finalement ce processus de thèse. Ok, donc finalement dans un doctorat, votre sujet de recherche est important, mais sa mise en action l'est d'autant plus. Donc il va falloir déterminer quels vont être les éléments clés qui permettront de transformer votre problématique en un projet de recherche concret. Nous sommes donc basés sur le Business Model Canva que vous connaissez certainement et nous l'avons adapté à un projet de recherche. Je regarde parfois sur la gauche, mais je gère la régie en même temps. Alors, premièrement, vous devez identifier quel est votre public cible au niveau du terrain, mais aussi au niveau de la communauté scientifique. À quel besoin de cette cible vous souhaitez répondre? Quelle sera votre solution? En d'autres termes, votre contribution managériale et théorique. Comment allez-vous entrer en contact, convaincre ce public cible de participer à votre projet de recherche, mais aussi les fidéliser, c'est-à-dire entretenir cette relation? On revient dans l'autre sens. Comment allez-vous récolter vos données qui vous permettront de mener à bien votre projet de recherche?
Quel type de méthodologie allez-vous utiliser? On passe sur la partie de gauche. Quelles seront finalement les activités clés qui vous permettront de faire fonctionner votre modèle de recherche? Mais aussi, quelles sont les ressources clés dont vous ou votre équipe disposez? Et qu'est-ce que finalement vous allez devoir externaliser? C'est ainsi qu'interviennent les partenaires clés. Qui sont-ils et comment pourront-ils vous aider dans votre projet de recherche? Enfin, tous ces blocs engendrent un certain nombre de coûts. Quels sont ces principaux postes et est-ce que vous êtes capable de les quantifier? Et pour pouvoir subvenir à ces coûts, quelles sont les sources de revenus potentielles que vous avez pu identifier? Alors finalement, le modèle de recherche que nous vous proposons, il va décrire les principes selon lesquels un chercheur crée, délivre et capture de la valeur. Nous vous proposons donc l'utilisation d'un outil simple, le Research Model Canva. L'identification de votre modèle de recherche est une étape clé pour valider 3 éléments: sa désirabilité, sa faisabilité et sa viabilité. Alors, si on revient sur le schéma que je vous ai présenté juste avant, la désirabilité correspond à la partie de droite, la faisabilité, la partie de gauche, et enfin, la viabilité, la partie du dessous. Nous allons maintenant passer en revue les 10 blocs, les 10 éléments clés qui constituent les bases de votre projet de recherche et qui forment le Research Model Canva. Donc, nous vous invitons tous à prendre une feuille, à être aussi actifs que nous, une feuille blanche et dessiner 10 cases. Et ensuite, vous allez tenter de les remplir au fur et à mesure de notre présentation. Alors, suite à cette présentation dynamique du Research Model Canva, donc comme l'a dit Marine, on va passer maintenant vraiment à la présentation étape par étape, case par case, donc du Research Model Canva. Comme vous le voyez, on s'est fortement appuyé sur le Business Model Canva proposé par Osterwalder et Pigneur, auquel on a rajouté une 10e case, à savoir la case liée aux objectifs. Donc, concernant cette case des objectifs, donc pourquoi on l'a rajouté au modèle? Car il nous semble vraiment essentiel de réfléchir au pourquoi vous faites une thèse. Et on estime que c'est vraiment essentiel avant de vous lancer dans cette aventure qui peut durer plusieurs années. On parle de 3, 4 ans dans les meilleurs des cas. Parfois, ça peut monter jusqu'à 6, 7, voire 8 années. Donc, c'est vraiment quasiment un projet de vie. En tout cas, ça vous occupe un certain temps. Mais c'est essentiel de savoir pourquoi vous le faites. Pourquoi vous faites une thèse? Il ne suffit pas de se dire juste je fais une thèse pour faire une thèse, mais vraiment réfléchir à par la suite comment vous souhaitez valoriser ce projet de recherche. Et aussi, réfléchir à cette question, ça va vous permettre de vraiment détecter ce qu'on appelle les energizers de votre projet. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre de rester motivé pendant ce long processus? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous lever le matin en vous disant « Ah, mais j'ai envie de travailler sur mon projet, j'ai envie de le faire avancer, j'ai envie de mettre en place des collaborations, j'ai envie d'écrire des articles, etc. » Autre terme qu'on utilise également ici dans les objectifs du projet, ce sont les KPI, donc Key Performance Indicators. Vraiment, sur le court terme, le moyen terme et le long terme, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre? Des objectifs aussi quantitatifs, en termes d'articles publiés, de conférences auxquelles vous allez présenter votre projet de recherche, etc. Donc vraiment de manière générale, et on insiste là-dessus, réfléchir au pourquoi de votre projet de manière similaire au pourquoi dans le cercle d'or de Simon Sinek, pour ceux qui connaissent, vont vous permettre de vraiment connaître la raison d'être de votre projet et les valeurs que vous associez à cette recherche. On va passer maintenant à la 2e case, donc celle qui concerne les segments de clients. Alors, cette brique, segment de clients, va reprendre les différents groupes d'individus ou d'organisations que votre projet de recherche cible, à savoir les clients scientifiques, en d'autres termes, la communauté scientifique à laquelle vous allez vous adresser, mais aussi les clients terrain, donc les entreprises ou les individus avec lesquels vous allez collaborer. En fait, on a pu remarquer que de nombreux chercheurs ont tendance à sous-estimer son importance de cette case segment de clients ou à considérer que la communauté scientifique ou le terrain attend leur recherche avec impatience, sans avoir préalablement identifié un besoin réel exprimé par un ou plusieurs segments de clients. Il convient donc de se poser 2 questions.
Pour qui est-ce que le projet va créer de la valeur et qui sont les cibles les plus importantes? Pour répondre à ces questions, il va falloir partir à la rencontre de vos cibles potentielles. L'objectif de cette étape est vraiment de s'immerger dans leur quotidien pour collecter un maximum d'informations, d'indices, dans le but de comprendre leurs besoins et leurs attentes. Ce travail accompli, il est temps de confronter ces informations à votre propre proposition de valeur. Alors justement, concernant la proposition de valeur, donc cette brique décrit vraiment la solution que le projet de recherche propose aux cibles identifiées pour résoudre leurs problèmes, leurs besoins, leurs attentes. Donc comme Marine l'a dit, il y a souvent deux types de segments de clients et cela va se refléter aussi dans la manière dont le porteur de projet va délivrer de la valeur à ces différents segments de clients. Raison pour laquelle on parle de deux types de contributions. D'une part, les contributions théoriques et d'autre part, les contributions managériales. Concernant les contributions managériales, l'idée est vraiment de se demander mais pourquoi finalement nos entreprises partenaires, les entreprises qui nous ouvrent leurs portes, acceptent de nous ouvrir leurs portes. Qu'est-ce qu'elles attendent de nous? Qu'est-ce qu'on va leur apporter en contrepartie? Et donc là, c'est vraiment une discussion à avoir aussi dès le début du processus de thèse, de manière à vraiment être bien aligné entre au niveau de vos objectifs de thèse et avec les objectifs liés à l'entreprise. Ensuite, deuxième type de contribution, ce sont les contributions théoriques. Alors là, l'objectif est vraiment finalement d'identifier ce qu'on appelle le gap dans la littérature et de réfléchir à la manière dont votre thèse de doctorat va permettre de répondre à ce gap dans la littérature. Autrement dit, quelle sera finalement l'originalité de votre thèse par rapport à la littérature existante? Alors, on va passer à la quatrième brique, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Alors, cette quatrième brique donc, concerne la relation client. Alors, c'est aussi un bloc capital car il va décrire la stratégie qui vous permettra de rentrer en contact et de convaincre aussi les cibles identifiées de participer à votre projet de recherche. Donc, les cibles au niveau du terrain et aussi de la communauté scientifique. Donc, l'objectif de ce bloc, c'est vraiment d'identifier le type de relation que vos cibles vont favoriser. Est-ce qu'elles préfèrent des relations personnalisées, individualisées, en face à face, par Zoom, Skype, Teams, autres? Acceptent-elles qu'une partie de la relation soit digitalisée? Apprécient-elles la création de communautés, de groupes, de forums où elles peuvent partager entre elles? Tous ces moyens sont pertinents, mais comme pour les autres cases du Research Model Canva, certains sont mieux adaptés aux besoins et attentes, encore une fois, de vos segments visés. Les contacts réalisés lors de vos premières phases d'observation ou de rencontre devraient également être utiles pour choisir le type de relation la plus adéquate. Il est aussi important de garder la notion de coût à l'esprit et de vérifier la cohérence avec le reste de votre modèle de recherche. Alors, nous passons maintenant à la case suivante, à savoir les canaux. Donc là, l'idée vraiment concernant les canaux, c'est de réfléchir finalement à la méthode que vous allez utiliser tout au long de votre projet de recherche ou au travers des différents articles qui vont composer votre thèse de doctorat. On peut peut-être juste passer au slide suivant. Merci Marine. Donc concernant les canaux, on aborde en général donc deux aspects. Tout d'abord, donc comme je vous le disais, la méthodologie utilisée. Et donc là, l'objectif va être de se poser la question de finalement de la méthodologie que vous souhaitez utiliser. Donc est-elle qualitative, quantitative, inductive, abductive, déductive? Et pour répondre à cette question, mais tout d'abord, il y a finalement un positionnement personnel. Qu'est-ce que vous avez envie de faire au travers de votre thèse de doctorat, mais aussi un positionnement par rapport à votre littérature de référence. Si la majorité des articles sur lesquels vous souhaitez vous aligner sont quantitatifs, ça peut peut-être être un indice pour vous orienter davantage vers cette méthode, à moins que vous souhaitiez complètement vous différencier. Autre façon aussi de choisir peut-être la méthode que vous souhaitez utiliser, c'est de réfléchir en termes de publication visée.
en fonction des journaux que vous allez viser pour vos prochaines publications ou pendant votre thèse, ben vous allez vite voir quelles sont les méthodes qui sont plus fréquemment utilisées dans ces journaux-là et ça peut également donc, vous aider dans le choix de la méthodologie utilisée. Ensuite, quand on aborde les canaux, on aborde aussi les techniques de collecte de données. Donc là, l'idée, c'est de vous dire, mais finalement, toutes ces données, comment vous allez les collecter? Est-ce que ce sera via des questionnaires, si vous optez pour une méthode quantitative, au travers de l'analyse d'une base de données, ou bien si vous optez plus vers une approche qualitative via des entretiens, de l'observation, de l'analyse documentaire, etc. Évidemment, ici, à ce niveau-ci, il est également essentiel de réfléchir à la robustesse de vos données, à la robustesse de votre échantillon. Si, par exemple, vous partez sur une approche plus qualitative, assurez-vous qu'au niveau de votre terrain de recherche, vous puissiez collecter suffisamment de données de manière à pouvoir effectuer une analyse de qualité. Alors là, on vient de terminer la partie de droite, donc qui concerne la désirabilité. Et donc, on va passer à la partie de gauche qui concerne la faisabilité de votre modèle de recherche. Et on va commencer avec les activités clés. Alors, cette 6e brique du Research Model Canva va décrire les activités clés nécessaires pour la réussite de votre projet de recherche. Alors, ça peut être des activités liées à votre formation doctorale, telles que des séminaires, des cours doctoraux, des formations, mais aussi celles liées directement à votre thèse. La collecte et l'analyse de données, la rédaction d'articles, mais aussi la collecte de données, l'analyse des données, aussi la participation à vos comités d'accompagnement et bien d'autres. Alors, les activités clés sont vraiment les activités qui vont être les plus importantes. Ce sont celles qui vont constituer la clé de voûte de votre projet et sans lesquelles il sera impossible de faire fonctionner votre modèle de recherche. Donc, pour déterminer si une activité est considérée comme clé, vous pouvez vous poser la question suivante. Puis-je délivrer de la valeur et faire fonctionner ma recherche si je n'exerce pas en interne cette activité? Si la réponse est non, il s'agit bien d'une activité clé et qu'il est déconseillé d'externaliser auprès d'un partenaire. On va ensuite passer aux ressources clés. Donc, les ressources clés qu'on peut séparer en 2 types de ressources, donc des ressources tangibles et des ressources intangibles. Concernant vraiment les ressources tangibles, donc là, on peut faire la différence également au sein de ces ressources entre 2 types de ressources, des ressources tout simplement physiques, mais de quoi vous avez besoin pour mener votre thèse au jour le jour, donc par exemple des bureaux, un ordinateur, du matériel, etc. Et des ressources plus intellectuelles. Quelles sont les bases de données sur lesquelles vous allez vous appuyer? Quels sont les logiciels que vous allez utiliser? Quels sont les outils d'analyse de données tels que NVivo et autres? Donc là, c'est vraiment tout ce qu'on peut classer dans les ressources tangibles, à la fois physiques et intellectuelles. Et puis, ce qu'on appelle ici les ressources intangibles, c'est pour faire davantage référence finalement à votre littérature de référence et de façon plus précise à vos auteurs de référence. Donc souvent, quand on fait un processus de thèse, on a quelques auteurs de référence qu'on utilise vraiment très fréquemment. Et donc, c'est intéressant de les identifier dès le début du processus de thèse pour aussi réfléchir à la manière dont votre processus de thèse va permettre d'alimenter la littérature existante et donc répondre au gap de la littérature dont on a parlé précédemment. On va passer donc à la dernière case tout à gauche, la dernière case qui concerne la faisabilité et donc les partenaires clés. Pas évident de parler, gérer la régie en même temps, mais ça va, ça a l'air de suivre. Ok, donc là, pour ceux qui sont avec nous, c'est la 8e case du Research Model Canva et elle va décrire l'ensemble des partenaires, mais aussi des fournisseurs nécessaires donc pour assurer la réussite de votre projet. Donc, l'objectif de ces partenariats, c'est de permettre aux chercheurs par exemple, d'acquérir des ressources ou des activités nécessaires au développement du projet.
mais aussi parfois de réduire les risques ou encore de diminuer les coûts. En effet, les doctorants ne sont pas toujours capables de faire face à la complexité du projet de recherche à partir de leurs seules ressources et compétences internes. Ils vont donc pouvoir faire appel à des partenaires tels que leur université, leur promoteur ou directeur de thèse en fonction de comment vous l'appelez, le comité d'accompagnement, le centre de recherche auquel vous faites partie, les co-auteurs, vos collègues, mais aussi d'autres institutions actives dans votre champ de recherche. Par exemple, moi aussi, j'ai fait appel à une entreprise de sondage, du copy editing. Voilà, c'est tous des partenaires qui peuvent vous aider à mener à bien votre projet de recherche. Alors, on va passer maintenant à la partie inférieure du modèle, donc qui concerne vraiment la viabilité finalement de votre projet de recherche. Pour réfléchir à cette viabilité du projet, donc on va aborder deux aspects, d'une part les coûts et puis ensuite les revenus. Alors, concernant la structure de coûts, à nouveau, il y a une différence à faire entre les coûts tangibles et les coûts intangibles. Alors, au sein des coûts tangibles, on peut faire une distinction entre les coûts fixes et les coûts variables. Par coût fixe, on peut faire référence notamment au salaire, notamment si vous faites une thèse sur plusieurs années. Il est quand même nécessaire de réfléchir à la manière dont vous allez vous financer de manière relativement fixe. Donc, il faut trouver une solution à ce niveau-là. Et puis, il y a les coûts plus variables, directement liés à l'évolution de votre projet de recherche. Et ici, par coût variable, on entend notamment la participation à des conférences, les frais de déplacement vers le terrain de recherche, l'achat de logiciels, l'achat de livres, effectivement, dans certains cas, le recours à des sous-traitants dont Marine parlait, etc. Et puis, il nous a semblé important de mentionner ce qu'on appelle ici les coûts intangibles. Et ici, on fait référence principalement à la charge mentale du doctorant. Vraiment, finalement, on l'a vu, c'est un processus long dans lequel on s'investit totalement 5 jours sur 7, voire plus, en journée et ou en soirée. Donc, c'est vraiment une implication quand même très forte dans le projet de thèse. Et dans certains cas, comme c'est quand même un parcours qui n'est pas fait par tout le monde, mais il y a parfois une incompréhension de l'entourage. Et donc, on estime vraiment que cette charge mentale est également à mentionner ici dans la structure de coût, car elle est à tenir compte quand on se lance dans un projet de thèse. Alors, on va passer à la dernière case, donc qui concerne la viabilité de votre projet de recherche. Donc, c'est la case qui concerne les sources ou les flux de revenus. Alors, comme on aime à le dire, si les cibles, c'était le point de départ, sont le cœur de votre modèle de recherche, le flux de revenus sont les artères. Il est aisé de comprendre que l'objectif de tout doctorant est de capturer de la valeur en retour qui lui permettra de mener à bien son projet de recherche. Alors, il existe principalement deux types de revenus. Les revenus de transaction, donc issus de paiements ponctuels, on peut donner comme exemple un sponsoring d'une entreprise ou des fonds privés, qu'on compare donc aux revenus récurrents, qui proviennent, eux, de paiements plus réguliers. Exemple, un contrat d'assistanat, qui était le cas pour Nathalie et moi-même, des bourses de doctorat, des subsides régionaux. Alors, on voulait aussi indiquer qu'en cas de partenariat avec donc des parties prenantes extérieures, fournissant des sources de revenus, il faut toujours faire attention à tenir compte des contraintes que cela peut engendrer en termes de rapports scientifiques, rapports financiers. Donc, c'est aussi un point qui nous semblait important. Alors, outre les flux de revenus, le modèle de recherche peut générer des externalités positives telles que des prix lors de conférences, des publications, des remerciements, des félicitations. Voilà, c'est tous des petits éléments qui permettent aux doctorants d'avoir un retour, de le rassurer durant tout ce long parcours. Alors, une fois que l'ensemble des hypothèses du Research Model Canva sont décrites, il est temps de les valider et les confronter donc avec votre cible, votre équipe, votre superviseur ou toute autre partie prenante de votre projet. Alors, de manière à vous montrer de quelle manière finalement ce Research Model Canva est applicable à un projet de recherche, je vais vous présenter directement ma thèse de doctorat au travers de ces 10 cases.
Donc, tout d'abord, en termes d'objectifs, donc je vous le disais, l'objectif est vraiment essentiel. Donc, avant de me lancer dans cette aventure, j'ai réfléchi vraiment au pourquoi je voulais faire une thèse de doctorat, pourquoi ça me tenait à cœur. Et donc là, il y a vraiment 3 éléments qui sont ressortis. Tout d'abord, l'envie de faire un réel travail avec une rigueur scientifique. Deuxièmement, la pertinence managériale. Et donc ça, c'est un point important parce que dans le choix de mon sujet de recherche, j'ai vraiment veillé à choisir un sujet qui ne me limitait pas uniquement au monde académique, mais qui potentiellement pouvait réellement contribuer au monde des entreprises. Et enfin, je souhaitais concilier ça avec des tâches d'enseignement, raison pour laquelle, comme l'a dit Marine, donc j'ai effectué ma thèse de doctorat lors d'un contrat d'assistant d'enseignement et de recherche qui me permettait à mi-temps de me consacrer à ma thèse de doctorat et l'autre mi-temps d'effectuer donc des missions d'enseignement. Alors, juste en termes de pertinence managériale, je ne l'ai pas précisé au départ, mais donc ma thèse de doctorat portait donc sur le rôle des cadres intermédiaires en contexte de changement et plus spécifiquement à l'identification des tensions paradoxales. Donc, l'idée, c'était finalement de comprendre en quoi le contexte de changement accentuait la complexité du travail des cadres intermédiaires. Alors, cette précision nous permet de nous pencher donc, sur la deuxième case du modèle, à savoir les segments de clients. Donc, concernant ces segments de clients et en particulier les clients du terrain, donc comme je viens de vous le dire, ma cible principale était vraiment les cadres intermédiaires. Donc, j'ai vraiment fait ce travail de recherche avec l'idée de contribuer à leur travail et de conscientiser davantage que ce soit les organisations ou le grand public sur la complexité de leur travail. Et donc, par conséquent, finalement, les apports du travail ne visent pas uniquement les cadres intermédiaires, mais également leurs supérieurs hiérarchiques, les gestionnaires de ressources humaines et de façon plus générale, les responsables du changement. Alors, en parallèle, en termes de clients scientifiques, donc j'ai visé à contribuer aux communautés scientifiques qui visaient principalement, donc évidemment, l'analyse des cadres intermédiaires, l'analyse des paradoxes organisationnels et enfin l'analyse de la gestion du changement. Alors, par rapport à ces deux segments de clients, donc j'ai développé une proposition de valeur de manière à contribuer donc à ces deux segments. Alors, tout d'abord, en termes de contribution managériale, donc l'idée était, comme on l'a vu précédemment, de développer une valeur qui réponde à un besoin, à un problème identifié sur le terrain. Et donc ici, j'ai souhaité vraiment mettre des mots sur les tensions paradoxales vécues par les cadres intermédiaires en contexte de changement permanent, en vue dans le futur de les former aux pratiques paradoxales. Donc là, c'était vraiment finalement la valeur que j'apportais aux cadres intermédiaires et notamment aux organisations qui m'ont ouvert leurs portes dans le cadre de cette recherche. D'un point de vue plus théorique, plus scientifique, donc j'ai contribué à l'actualisation des rôles des cadres intermédiaires qui avaient été notamment traités par Mintzberg à l'époque. J'ai également contribué à l'analyse des tensions paradoxales comme source de résistance au changement et j'ai proposé des stratégies d'ajustement pour permettre aux cadres intermédiaires de faire face à ces tensions au quotidien. Alors concrètement, concernant justement la relation avec le client et en particulier avec le client empirique, donc j'ai eu la chance d'effectuer une analyse durant 4 ans au sein de l'entreprise Nexans, qui est active dans le secteur des câbles et qui mettait en place un nouveau système SAP. Alors, ce changement pouvait avoir l'air mineur comme ça de l'extérieur, mais en fait, il nécessitait de revoir complètement tous les flux internes de l'entreprise. Donc, au final, c'était quand même un changement de grande ampleur qui d'ailleurs a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ça s'est étalé sur 4 ans au lieu de 2 ans et demi, ce qu'ils avaient identifié au préalable. Alors, pour m'introduire au sein de ce terrain de recherche, j'ai tout d'abord envoyé une lettre à l'ensemble des employés pour leur expliquer ma démarche, me présenter et qu'ils ne soient pas surpris par la suite quand ils me voyaient dans les couloirs. Et j'ai également fait une présentation au COMAC pour expliquer vraiment toute la démarche de ma thèse, les différentes étapes et préciser justement la relation, les attentes réciproques, les attentes d'une part académique et d'autre part empirique. Ensuite, au niveau des canaux, donc j'ai fait vraiment une étude de cas longitudinale, donc sur 4 ans,
Premièrement, j'ai effectué des observations des cadres intermédiaires. Donc, j'ai suivi 20 cadres intermédiaires, chacun pendant 1 ou 2 journées, où je m'asseyais finalement à côté d'eux et je les suivais durant toute la journée pour comprendre concrètement en quoi consistait leur travail au quotidien. J'analysais leur agenda, etc. Ensuite, j'ai effectué 3 phases d'interview à différents moments du changement, donc à des moments où le changement avait des intensités différentes. Et j'ai participé à plus d'une trentaine de réunions de projet et du COMEX. Ensuite, on passe à la partie gauche du modèle, avec notamment les activités clés. Alors, en termes d'activités clés, donc il y a effectivement tout ce qui est lié à la formation doctorale, avec notamment la participation à des cours doctoraux, à des séminaires Eden, etc. Et en ce qui concerne plutôt les activités liées directement à la thèse, la participation à différentes conférences nationales et internationales, de manière à confronter l'état d'avancement de mon projet aux pairs scientifiques, obtenir des feedbacks et préparer ainsi des articles en vue de publication. Alors, au niveau des ressources clés, donc là, tout d'abord, en termes de ressources tangibles, il y a l'utilisation du logiciel NGivo pour analyser l'ensemble des données collectées sur le terrain. Et en ce qui concerne les ressources plus intangibles, donc mes auteurs de référence, c'était principalement Lewis, Balogun, Flood et Wooldridge, pour n'en citer que quelques-uns évidemment. Ensuite, si on passe aux partenaires clés, effectivement, donc, cette recherche doctorale s'est inscrite dans un cadre plus large, donc, à savoir au sein de l'institution UCL, donc Université catholique de Louvain-la-Neuve, et au sein du département de management, donc la Leuven School of Management. Au sein de cette université, donc, j'étais membre du réseau de recherche CRESIS, qui organisait régulièrement des séminaires de recherche, où c'était l'occasion d'échanger avec d'autres doctorants. Et j'ai fait ma thèse donc, en collaboration avec le professeur Alain Vasse, qui était mon superviseur. Et donc là, j'insiste vraiment sur le choix du promoteur, qui pour moi est vraiment primordial pour la réussite finale du projet de recherche, dans le sens qu'il me semble essentiel d'avoir un promoteur avec lequel on est totalement aligné, avec lequel on a la même vision de la thèse, parce qu'il y a différentes thèses avec différents objectifs. Ici, moi, j'avais vraiment pour volonté, comme je vous l'ai dit, de faire une thèse avec un impact managérial en vue potentiellement de rejoindre le monde corporate par la suite et pas spécialement rester uniquement dans le monde académique. Et donc là, il était totalement en phase avec ça, ce qui a vraiment facilité aussi les décisions tout au long de ce long processus. Et puis, évidemment, à côté du superviseur, un panel d'accompagnants. Alors, en termes de coûts, donc évidemment, il y a le salaire mensuel, mais il y a également les coûts supplémentaires liés notamment à la participation aux conférences, l'achat de livres, de licences, les déplacements sur le terrain, etc. Alors, pour financer ces coûts, il y avait différentes sources de revenus, dont notamment mon poste d'assistante d'enseignement et de recherche qui me permettait donc d'avoir un salaire fixe. Et à côté de ça, donc, j'ai participé à différentes missions qui me permettaient de couvrir donc, justement les différents coûts variables liés à la thèse. Voilà pour la présentation très rapide et succincte de 6 années de recherche. Merci Nathalie. Alors, comme on a fait notre thèse au même endroit, il va y avoir pas mal de similitudes. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas reprendre chacune des cases en ce qui me concerne, mais plutôt essayer de mettre en avant, highlighter peut-être les éléments différenciants. Voilà, juste à savoir que moi, j'ai terminé ma thèse en 2016, donc il y a déjà 4 ans maintenant. J'ai toujours eu une affinité avec l'entrepreneuriat, raison pour laquelle je suis aussi dans cette communauté de l'RPME. J'avais déjà fait une spécialisation en entrepreneuriat durant mes études. J'ai le goût du voyage, la découverte d'autres pays, d'autres cultures. J'aime beaucoup les relations humaines, encore plus quand elles sont face à face qu'en virtuel. J'ai un cerveau gauche, si je ne me trompe pas, donc pour moi, j'aime les chiffres, la logique, les maths. Et alors aussi, toujours été passionnée par l'enseignement et une volonté d'enseigner ce que je fais toujours. Donc, suite à ma thèse, j'ai fait une petite bifurcation dans le privé, mais dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Ensuite, dans le développement d'un incubateur. Et maintenant, donc, j'ai rejoint l'ICHEC.
Donc, je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est pour ça qu'on a rajouté cette case. C'est qu'il est important d'avoir un sujet qui fait sens pour vous. C'est un travail sur de longues années. Il y a des hauts et beaucoup de bas. Et il faut se remotiver. Et donc, pour se motiver, il faut croire en son sujet. Donc, moi, je me suis intéressée donc, aux PME belges francophones et plus particulièrement donc à leur internationalisation. Pourquoi? Parce que 99% des entreprises belges sont des PME, ce qui est plus ou moins le pourcentage en beaucoup de pays. Elles contribuent à 70% du PIB, mais qu'à 30% dans notre cas du commerce extérieur. Donc, il y a vraiment une difficulté pour nos petites et moyennes entreprises de s'internationaliser et conquérir les marchés étrangers. Donc, voilà, ça c'était la problématique de départ. Et au niveau de la littérature, donc il y a le champ du International Business en management, et puis il y a eu l'apparition du champ d'entrepreneuriat international en 1994 par Oviatt et McDougall. Donc, en termes de contribution théorique, comme je viens de vous le dire, il y avait le modèle phare, c'est le modèle d'Uppsala pour l'internationalisation des entreprises, mais qui s'applique plutôt aux grandes entreprises. C'est un modèle qui va décrire les différentes étapes d'internationalisation. Ensuite, en 1994, Oviatt et McDougall ont pu démontrer que pour les petites entreprises, il y avait un processus d'internationalisation qui était beaucoup plus rapide. C'est le modèle des INV. Et donc, moi, j'ai voulu rebondir là-dessus et dire, OK, en effet, ça existe, ce processus beaucoup plus précoce et rapide, mais finalement, quel est le changement au niveau des étapes? Est-ce qu'il y a des étapes qui ont été supprimées? Quel est ce nouveau processus? Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle Patricia McDougall, comme vous pouvez le voir dans la case de gauche, celle qui a fondé le champ de l'entrepreneuriat international, a accepté de rejoindre mon jury final de thèse suite à une conférence à laquelle j'avais participé et j'avais reçu un prix de ses mains. Au niveau de la contribution managériale de ma thèse, au final, j'avais envie aussi qu'il y ait quelque chose de concret qui en ressorte. Et donc, ma proposition était de créer vraiment une plateforme collaborative pour aider les entrepreneurs du monde entier, entre guillemets, enfin en tout cas déjà les entrepreneurs belges, à collaborer plus facilement ensemble. Et cette plateforme a été mise en place, je vais en parler par l'AWEX, et s'appelle le Open Worldwide Innovation Network. Donc, au niveau de ma relation client, tout d'abord, il y a eu cette phase d'observation. Donc, l'AWEX, c'est l'agence wallonne à l'exportation. Et donc, j'ai été suivre des conseillers pour comprendre voilà, comment ça se passe, en fait, le phénomène d'internationalisation d'une PME. Ensuite, moi, ça doit être mon côté plus chiffre, j'ai décidé de m'orienter vers le quanti. Donc, voilà, en termes de méthodologie, mais donc il me fallait les contacts des entreprises. Et donc là, je suis passée par différents organismes, institutions tels que l'AWEX, l'UCM, l'Union des classes moyennes, aussi le BIGE à Bruxelles et bien d'autres. Alors, quand on envoie des emails, on a très peu de réponses. Donc, il a fallu faire beaucoup de relances, mais surtout prendre son téléphone. Donc, même si c'était du quanti, en business to business, on a peu de réponses via les emails ou les réseaux sociaux. Donc, voilà, j'ai pris mon téléphone, j'en ai fait une centaine. Ça m'a pris énormément de temps. Et puis, finalement, j'ai réussi à avoir des budgets supplémentaires pour pouvoir faire appel à une entreprise de sondage, Sonecom, que vous voyez sur la partie de gauche pour la suite. Donc, eux, ils en ont fait à peu près 280 de plus. Alors, quand je disais externaliser son core business, attention, je pensais un peu à ça. Donc, voilà, c'est clair que j'ai gagné du temps en faisant appel à eux, mais après, en termes de nettoyage, d'analyse des données, c'était pas facile. Donc, voilà, faire attention aussi à qui on fait appel et collaborer dans tout le processus pour être sûr que tout a bien été fait. Aussi, en termes de quanti, j'avais une volonté de faire aussi une analyse multiniveau. Et donc là, j'ai utilisé une base de données externe, le Community Innovation Survey. Comme ça, là, je pouvais avoir un échantillon beaucoup plus grand, beaucoup plus représentatif de plus de 10 000 PME. Voilà, ça c'est pour la partie désirabilité. En termes de faisabilité, Nathalie vous en a parlé. Donc, j'ai participé à beaucoup de cours SEMS, des cours de formation doctorale internationaux de très haut niveau et aussi de nombreux séminaires EDEN qui m'ont beaucoup aidé en termes
de méthodologie. Et puis, j'ai participé à bien plus d'une dizaine de conférences à travers le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Canada. Voilà, bon, après, je pense que quand on a un sujet aussi lié à l'entrepreneuriat international, il ne faut pas avoir peur de voyager. En termes de ressources, la grande différence peut-être avec Nathalie, c'est avec cette méthodologie plutôt plus quantitative. Donc là, il y avait pas mal de logiciels que j'ai pu utiliser, que j'utilise toujours, SPSS, Tata, HLM et M+, pour les analyses multiniveaux. C'est important de les noter, ça représente un coût aussi, vous le voyez sur la case d'en dessous. Au niveau des partenaires, j'en ai déjà pas mal parlé. Peut-être un élément, l'UQTR et l'INR PME au Canada, où j'ai eu la chance de faire un stage de recherche. Donc, je suis partie plusieurs mois là-bas. J'étais dans la phase de rédaction-confection de mon questionnaire. Ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé à ce moment-là. Donc, je recommande aussi de faire ça, d'aller une fois dans un autre centre de recherche pour voilà, ouvrir les horizons. Voilà, et mon comité de thèse qui a été aussi voilà, très cher à mes yeux et qui m'ont accompagnée tout au long. Et donc, Patricia McDougall, celle qui a fondé le champ de recherche, qui a rejoint sur la fin. C'était pour moi un énorme honneur. Donc, en termes de coûts, je pense que oui, peut-être par rapport à Nat, au niveau des conférences et des formations, j'en ai eu pas mal. Et alors aussi, mon enquête, comme j'ai fait appel à une entreprise externe, ça représente un coût. Donc, j'étais salariée de l'UCL, donc ça me permettait de subvenir à mes besoins, mais pas spécialement de payer les frais annexes. Donc voilà, l'AWEX a payé aussi une partie de mon étude. Et pour les conférences, j'ai trouvé aussi des financements tels que le FNRS, le BICH, Bureau international jeunesse. Et alors, je n'ai pas hésité à donner des cours en plus les samedis, les soirs, voilà, dans des programmes FR2B, From Research to Business ou CVG, Campus Virtuel de Gestion, pour pouvoir un peu alimenter mon fonds de recherche et pouvoir payer et subvenir à tous ces coûts. Voilà pour mon parcours. Merci Marine. Comme vous le savez, c'est un modèle qu'on a développé il y a maintenant quelques mois avec Marine, mais pour nous c'est vraiment ce qu'on appelle un work in progress. Donc on a déjà eu l'occasion de le tester auprès de plusieurs doctorants, mais toutefois on est vraiment ouverte à vos commentaires, à vos suggestions, à vos questions. Donc n'hésitez pas peut-être au travers justement, comme Marie-Pierre le disait, au travers de l'onglet Q&R, de poser vos questions. Donc, c'est le moment. Donc, n'hésitez pas, on essayera d'y répondre directement. Je vois qu'il y a Nassima qui pose la question. On parle de désirabilité, faisabilité. Et le troisième, c'est la viabilité, donc qui concerne vraiment les deux cases du bas, donc les coûts et les revenus. Donc, c'est le troisième bloc, donc c'est la viabilité. Autre question pour toi plutôt, Marine. Tu as mentionné une plateforme d'innovation. Est-ce que tu pourrais peut-être rappeler justement l'intitulé exact? Oui, donc c'est une plateforme qui est maintenant développée par la WEX, c'est l'Open Worldwide Innovation Network. Je peux peut-être essayer de retrouver le lien et je vais l'envoyer. Ok, super. Alors, je vois qu'il y a Amélie donc, qui a une question. Pouvez-vous envisager des adaptations afin que le modèle soit employé par des chercheurs qui veulent évaluer leurs pratiques de recherche globalement plutôt que par projet pour s'assurer de créer de la valeur? Est-ce qu'éventuellement, Amélie, je ne sais pas si c'est possible d'ouvrir ton micro pour peut-être en dire un petit peu plus par rapport à cette question? Amélie, je ne sais pas. Amélie ne peut pas ouvrir son micro présentement parce qu'elle est spectatrice. Est-ce que vous voulez que j'active son micro? Oui, éventuellement, oui. Comme ça, on aura l'occasion de discuter directement avec elle. On parle bien ici de Amélie Jacquelin? Non, Amélie Cloutier. Elle peut maintenant activer son micro. Oui, Voilà. bonjour, je crois que c'est fait. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je ne m'attendais pas à créer ce branle-bas technique. Je vous remercie
de donner tout ce temps là, à ma question parce que j'ai vu là, que j'étais pas la seule professeure là, dans le lot. Vraiment, je vous lève mon chapeau. Je trouve que c'est une façon très, très intéressante là, de présenter visuellement, là, globalement, un projet là, de grande envergure. Moi, au début, quand j'avais vu votre conférence, puis je vois aussi des applications concrètes là, lorsque j'enseigne la méthodologie de la recherche ou que je vais éventuellement là, accompagner des étudiants. Alors, je vous en remercie. Mais d'un point de vue plus personnel, comme chercheur, je me disais souvent, lorsqu'on applique ce modèle-là, c'est pour s'assurer que l'entreprise crée de la valeur en allant chercher ses compétences clés et tout ça, ses partenaires clés, d'en tirer profit. Je me disais si, de votre côté, vous aviez envisagé à ce que ce soit utilisé pour évaluer la pratique globale d'un chercheur et non pas à la pièce, là, projet par projet. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, très bonne question. Nous, pour être honnête, au départ, on l'a vraiment envisagé sous l'angle du doctorant, puisqu'en fait, c'est ce qu'on avait vécu. Et comment on a eu l'idée de développer ce modèle? C'est tout simplement parce que Marine et moi-même, on utilise au quotidien finalement ce business model Canva ou le Lean Canva pour accompagner des jeunes entrepreneurs. Et en fait, on se disait, c'est tellement pratique d'avoir un outil comme ça de visualisation, de structuration. Si on avait eu ça pendant notre thèse, ça nous aurait vraiment très fortement aidé. Et donc, on a appliqué ça directement à notre projet de recherche, à notre projet de thèse. Mais je pense qu'il serait effectivement envisageable de l'élargir à une démarche plus globale, à une démarche de recherche, en particulier pour des professeurs. Mais pour le moment, on n'a pas encore envisagé cette réflexion-là parce qu'on préfère d'abord vraiment encore affiner notre modèle au niveau justement des doctorants et d'un projet de recherche, un projet de thèse, avant de se lancer encore sur un autre projet. Mais en tout cas, on garde évidemment bien en tête cette suggestion comme piste de développement futur. Je vous en remercie. En tout cas, je vous lève mon chapeau. Vraiment très utile, votre modèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait du bien d'avoir aussi un peu de retour maintenant qu'on a parlé pendant 50 minutes. J'enchaîne sur ce que Nathalie a dit, que je rejoins totalement. Ici, donc, on a d'abord imaginé pour un doctorant. Maintenant, je pense certainement que des chercheurs pourraient aussi l'utiliser pour des projets de recherche. Mais je pense qu'en fait, il faudrait faire un research model Canva par projet. Comme pour un entrepreneur qui a plein d'idées, je dis, OK, ben fais-moi, si tu en as 3, ben justement, fais-moi les 3 business model Canva et justement, ça va nous permettre de discuter, de confronter. Donc, voilà, pour on va dire un chercheur qui a plusieurs projets de recherche, plusieurs articles sur lesquels il travaille, je pense que ce serait intéressant de faire à chaque fois un RMC différent, quoi. Mais c'est en cours de réflexion, donc un grand merci pour la suggestion. Et alors, je me permets peut-être de répondre aussi sur la question de Akdim, qui parle plutôt d'une affaire évolutive. Donc, si je comprends bien sa question, il met le doigt sur le fait que finalement, une recherche doctorale, ça évolue très fortement au fil des années, si j'interprète bien. Et donc, effectivement, ici, nous, le modèle qu'on propose, c'est aussi un modèle à appliquer de manière un petit peu itérative. Donc, vous pouvez le faire évidemment en début de thèse, mais l'idée, c'est de ne pas le laisser figer. Donc, plus spécifiquement, nous, ce qu'on vous suggérerait en tant que doctorant, c'est de l'afficher vraiment en grand dans votre bureau et de fonctionner par post-it. Et donc, au début de thèse, vous remplissez les différentes cases avec les différents post-it. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de votre projet, à vous de voir si les post-it sont encore pertinents, s'il y a lieu peut-être d'en enlever certains, d'en ajouter d'autres. Donc, vraiment de le faire évoluer en parallèle à l'évolution de votre thèse de doctorat. Tout à fait. Il y a un spectateur anonyme que je salue qui nous demande si on peut inclure dans les coûts intangibles la question de la conciliation thèse-famille, thèse, travail, famille. C'est une excellente remarque, bien évidemment. Voilà, faire la part entre la vie privée, la vie professionnelle, surtout en doctorat et encore plus en fin de doctorat. C'est pas facile et donc c'est un élément dont il faut tenir compte. Il faut prévenir son conjoint, sa famille. Donc, merci beaucoup pour cette remarque. Alors, on en a une autre. Nassima, on parle là d'un modèle de doctorat académique. Quelle serait sa particularité dans un doctorat professionnel? Je peux débuter, puis Nat, si tu veux
agrémenté. Donc, en effet, ici, on est plutôt dans le format d'un doctorat académique. C'est pour ça qu'on retrouve chaque fois la communauté scientifique, la contribution théorique. Je pense que c'est sur ces éléments-là où la partie beaucoup plus terrain va prendre plus d'ampleur et alors peut-être la partie scientifique, académique va être réduite. Nathalie, qu'en penses-tu? Tout à fait d'accord avec toi. Donc là, je pense que c'est vraiment une question de poids à attribuer aux différentes cases et en particulier peut-être la partie droite du modèle qui sera encore renforcée avec la question de la relation avec le terrain, le client, on va dire empirique et les canaux utilisés, donc comment rentrer en contact avec ces entreprises, quelles sont leurs attentes, etc. Donc vraiment peut-être renforcer la partie corporate finalement de la partie droite du modèle. Alors Marine, j'ai vu qu'il y avait Ange Lucie qui souhaitait un petit peu plus d'informations concernant ton expérience avec Sonecom et en particulier les pièges à éviter parce que tu en as parlé rapidement dans la présentation de ta thèse. Voilà, bah après on pourrait peut-être en reparler plus longuement à un autre moment, mais ça s'est bien passé, hein, j'ai eu enfin voilà, toutes mes données. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'à refaire, j'aurais dû avoir un suivi plus proche, c'est-à-dire que voilà, c'est pas externalisé, on vous donne les consignes, allez-y. C'est une démarche de thèse et quand même plus spécifique et peut-être pas ce qu'ils ont l'habitude aussi de faire et donc d'aller à la rencontre des personnes qui vont appeler, donner vraiment des consignes sur la façon dont on aimerait qu'ils répondent. Enfin, il faut, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'avoir un suivi, je pense, beaucoup plus régulier et aussi en termes d'attente au niveau du fichier final pour pouvoir l'exploiter le plus rapidement possible. Donc voilà, je dirais que c'est pas du tout une mauvaise idée, mais voilà, il faut être présent durant tout le processus de collecte tout de même, quoi. Voilà, mais sinon, on pourra en reparler plus amplement. Alors, une autre question de Nabou qui demande si le modèle Research Canva peut s'appliquer à tout type de sujet ou s'il faudrait des réajustements pour qu'il soit adapté à peut-être un sujet en particulier. Alors, effectivement, j'ai oublié de le mentionner, mais ici, on a développé donc, ce Research Model Canva dans l'idée de l'appliquer à des thèses de doctorat dans le domaine de la gestion et du management au sens large. Donc là, on estime que finalement, peu importe le sujet, mais en fonction de quelques petits ajustements, ça pourrait s'appliquer. Maintenant, si vous souhaitez l'appliquer à des domaines plus spécifiques, on pense peut-être au secteur médical ou psychologique ou autre, où les méthodologies sont quand même fortement différentes, mais là, il faudrait voir s'il s'applique toujours. En tout cas, nous ici, notre démarche s'inscrit vraiment dans le secteur du management et de la gestion. Alors, il y a quelqu'un qui demande si on peut envisager un exercice à l'instar de ma thèse en 180 secondes, permettant donc aux doctorants de présenter leur projet suivant le modèle Canva. Excellente idée, excellente suggestion. Voilà, il n'y a plus qu'à. Après, peut-être que le Canva pourrait aussi vous aider à faire l'exercice des 180 secondes, vu qu'on demande à un entrepreneur de faire son BMC et puis de le pitcher en 3 minutes. Donc, en fait, voilà, ça pourrait être aussi complémentaire. Merci beaucoup pour la suggestion. Alors, peut-être pour clôturer, nous maintenant, on a une question pour vous. On se demande si vous seriez éventuellement intéressé par un workshop en beaucoup plus petit comité, donc où on va dire 8 à 10 personnes, où vous seriez accompagné pour mettre directement en pratique le Research Model Canva par rapport à votre propre sujet de thèse. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à lever la main. Je pense qu'il y a un petit bouton dans le bas de votre écran, ce qui nous permettra d'avoir une petite idée justement de l'intérêt par rapport à ce genre de workshop. Donc voilà, je pense que nous, ça clôture ici donc ce webinaire. On a essayé justement de garder le timing et je vois qu'on est pile à 1 heure. Donc voilà, en tout cas pour ma part, ça fut un réel plaisir d'avoir l'occasion de participer à ce webinaire avec vous et de partager ce modèle qu'on a construit donc, avec Marine. Donc un grand merci pour cette opportunité, Marie-Pierre, et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de où vous vous situez et surtout beaucoup de plaisir dans votre projet de recherche.
Et je me permets, avant de quitter, de remercier la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval et en particulier Olivier, le technicien silencieux derrière notre webinaire, qui nous ont supportés techniquement pour réaliser cette activité. C'est très apprécié. Voilà, un tout grand merci à tout le monde. On a vu, je pense, une dizaine de mains levées. Donc, voilà, on vous tiendra bien évidemment au courant si on organise un workshop un peu plus informel, on va dire, où on pourra travailler sur le projet de chacun ensemble et pouvoir plus amplement en discuter. Sinon, on a mis notre contact sur le dernier slide. Voilà. Merci à tous.